Un garçon libre et indépendant, entreprenant, c'est Benjamin Blanchard. Benjamin Blanchard, bonjour. Bonjour Max. Merci d'être avec nous. Merci d'autant que vous arrivez tout juste de Syrie. Je rappelle que vous êtes le fondateur. 2 semaines. 2 semaines. Max. Vous avez passé 2 semaines là-bas. J'ai passé 2 semaines, voilà. Les 2 semaines de fête pour Noël et Nouvelle Année. D'accord. Alors donc je rappelle que vous êtes le fondateur de SOS Chrétiens d'Orient. Peut-être vous pourriez nous rappeler ce que c'est, quelles sont ses missions, quand est-ce que vous avez lancé, et puis nous dire ce que vous venez de vivre en Syrie, Benjamin Blanchard. Voilà, donc nous avons fondé SOS Chrétiens d'Orient avec Charles de Meyer, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien également, l'an dernier, en octobre 2013, au moment où la France voulait bombarder la Syrie et au moment où des djihadistes avaient pris le village chrétien de Maloula et avaient chassé ses habitants, pillé leurs maisons et leurs églises. Et comme notre pays voulait apporter comme toute réponse des bombes, eh bien, nous nous sommes dit on va essayer de faire autre chose. Et c'est comme ça que nous avions monté notre première opération, Noël en Syrie, où nous avions apporté 4 tonnes de vêtements et de jouets pour les enfants de déplacés qui étaient à Damas. Et depuis, l'association s'est un petit peu développée. Nous avons une antenne désormais en Irak. Depuis le mois d'août de 2013, nous avons des bénévoles qui sont en permanence sur place en Irak auprès des réfugiés. Et puis nous retournons régulièrement en Syrie. Et puis nous avons également créé une association en filles au Liban, SOS Chrétiens d'Orient Liban, qui est animée par des Libanais et des Français et qui essaye de sensibiliser les Libanais à toutes ces problématiques. Alors, un Moyen-Orient déstabilisé, des chrétiens qui fuient leurs habitations, qui sont très souvent dans des camps, un peu des camps de transit, entre tentation d'émigrer, la tentation de rester au pays. Quelle est la situation ? Généralement, les chrétiens ne sont pas dans des camps, puisqu'ils arrivent toujours soit grâce aux églises, soit grâce à leur famille, etc., à se reloger, parfois à des coûts faramineux. Et c'est là tout le problème, mais il y a bien sûr des chrétiens dans des camps, mais la plupart des chrétiens ne sont pas dans des camps. Ce sont surtout d'autres minorités qui se retrouvent dans des camps. En tout cas, en Syrie, il n'y a pas vraiment de camp à proprement parler. C'est plus des déplacés. Donc, il y a presque un tiers ou la moitié de la population qui est déplacée en fonction de l'évolution des combats. Par exemple, à Maloula, qui avait motivé la création de l'association, les habitants sont revenus. Les habitants chrétiens sont revenus. Nous y sommes rendus pour la première fois en août. Où nous avons lancé la reconstruction de l'église paroissiale, qui est bien avancée, mais pas terminée, puisque les travaux vont très lentement. Donc, pourquoi vont-ils si lentement ? Donc, d'une part, à cause des pannes d'électricité, des coupures d'électricité, puisque l'approvisionnement est très difficile, notamment en raison de l'occupation de certaines usines ou de la destruction de certaines usines électriques par les groupes armés terroristes. Et puis également par la pénurie de matériel, puisque la Syrie est sous embargo et donc les produits, les matériaux de construction arrivent très difficilement. Donc le curé de Maloula, le père Toufik, gère les travaux comme il peut et ça avance lentement. J'y étais retourné en octobre et puis là nous y avons fêté Noël, donc la messe la vigile de Noël, nous étions à Maloula et nous avons pu dans l'église dont nous avons financé la reconstruction, donc nous étions très heureux et puis nous avons dormi au presbytère dont nous avons également financé la reconstruction. Donc le presbytère est terminé, puis l'église ça avance bien. Là, l'hôtel, on a vu les prémices de l'hôtel, c'est-à-dire que le matériel venait d'arriver, mais il n'a pas été encore posé. Donc là, peut-être que depuis ça a avancé. J'espère y retourner très prochainement pour vérifier l'avancée de tout ça. Avant de voir peut-être ce qui se passe politiquement, géopolitiquement, quel était l'état d'esprit de ces populations, en particulier des chrétiens que vous avez côtoyés ? Alors leur état d'esprit, tout dépend des endroits, mais à Maloula, ils sont confiants puisqu'ils sont presque tous revenus chez eux. Ils sont en train de reconstruire leur village, ils sont en train de reconstruire leur maison. Maintenant, le problème, c'est surtout économique puisque la Syrie est dans une grave crise économique. Presque 60% de la population n'a pas de travail puisque tout le tissu industriel a été détruit ou démonté même, puisque beaucoup des usines au nord de la Syrie ont été démontées et reconstruites en Turquie.
simplement. Donc c'est du pillage en bonne et due forme. Alors pillage par les Turcs qui viennent, prennent les usines. Servis, puisqu'en fait ils ont créé toute une zone, ce qu'on appelait la zone tampon, où cet automne, donc pas l'automne 2013 mais l'automne 2014, il y a de nouveau eu des velléités d'attaquer la Turquie de manière internationale, et d'attaquer la Syrie de manière internationale, et la Turquie, appuyée par la France, a proposé la création d'une zone tampon au nord, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, cette zone tampon, c'était ni plus ni moins qu'un véritable protectorat, voire une annexion d'une bande de 150 km de territoire au nord de la Syrie. Et toute cette bande, c'était vraiment le cœur industriel de la Syrie. Et c'est là que d'ailleurs sont le cœur des groupes armés qui sont appuyés par la Turquie. Et la Turquie s'est littéralement servie à démonter toutes les usines et les a reconstruites, a pris les machines et les a reconstruites en Turquie. Alors, juste pour terminer sur Maaloula, pour informer les auditeurs de Radio Courtoisie que le père Toufik, qui est donc le curé grec melkite catholique de Maaloula, va venir en France. On organise sa venue en France début février. Et il sera notamment à Paris le mardi 10 février à l'église Saint-Christophe de Javel. Et donc les auditeurs de Radio Courtoisie sont invités à venir écouter son témoignage, puisqu'il a vraiment vécu toute la crise à Maaloula. À quelle heure? Alors dans le 15e à Paris Voilà, à Saint-Christophe de Javel. Alors de mémoire, je crois que c'est à 19h30, mais je vous invite à vérifier sur le site internet de SOS Chrétien d'Orient, donc soschrétiendorient.fr. Nous avons également une page Facebook et un compte Twitter, ou alors vous pouvez appeler au 01 83 92 16 53 pour avoir tous les renseignements. 01 83 92 16 53. Exactement. Et il vient également pour évoquer le problème des otages, puisque dans son village, il a 6 jeunes gens chrétiens qui sont retenus en otage depuis octobre 2013 par des groupes armés terroristes. Et il espère notamment pouvoir évoquer la situation avec les autorités françaises, puisque comme vous le savez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, la France a quelques liens malheureusement avec des groupes armés rebelles. Alors peut-être pourrait-il avoir une influence sur eux pour qu'ils fassent quelque chose pour ces otages. Comment vous sentez l'évolution aussi là chez les autorités françaises? Si vous accompagnez ce genre de personnalité, vous l'avez peut-être fait à plusieurs reprises, est-ce que vous sentez une inflexion, une période de doute, un affrontement entre différentes courants d'analyse géopolitique au sein du Quai d'Orsay ou des assemblées? Alors, Benjamin Blanchard. On n'a pas eu de rendez-vous avec les services du Quai d'Orsay, mais cette semaine, nous accueillons à Paris Monseigneur Jean-Abdo Arbache, qui est l'archevêque grec melkite catholique de Homs, Hama et Yabroud en Syrie, et donc il était de passage pour quelques jours en France, et nous nous sommes rendus avec lui à l'Assemblée nationale et au Sénat, où nous avons été auditionnés par les groupes d'amitié France-Syrie, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui nous ont très bien reçus, et je tiens vraiment à remercier donc le sénateur Jean-Pierre Vial et le député Gérard Bapt pour leur accueil et leurs questions tout à fait pertinentes. Monseigneur Arbache était vraiment très heureux de pouvoir exposer la situation de son éparchie auprès des parlementaires français, et il était très heureux et même surpris de trouver une oreille attentive de leur part et non pas une oreille hostile, puisque parfois depuis la Syrie on a l'impression qu'en France toutes les autorités sont hostiles envers la Syrie, ce qui bien sûr n'est pas le cas. C'est le cas pour l'instant du ministère des Affaires étrangères, mais peut-être cela est-il en train de changer ou va-t-il changer. Mais en tout cas dans les groupes parlementaires qui nous ont reçus, l'accueil était vraiment très cordial, et les parlementaires étaient vraiment très intéressés de savoir ce qu'il se passait là-bas, et tous ils ont émis le souhait de pouvoir y retourner bientôt. Alors vous êtes présent en Syrie, mais aussi en Irak. Quelle est la situation en Irak? Alors, je ne suis pas retourné en Irak depuis juillet, donc je suis un peu moins bien placé pour en parler. Mais la situation en Irak, c'est des dizaines de milliers de réfugiés qui sont entassés dans des camps. Alors, plus vraiment des camps en tente, je crois, mais dans des immeubles en construction,
dans différents logements précaires, on va dire, à Erbil. Alors c'est peut-être plus une situation d'urgence puisque l'aide s'est organisée, mais la situation est toujours très critique puisque d'une part ces gens ne sont pas chez eux, ils aimeraient retourner chez eux, ils n'ont aucune idée de quand ils pourront retourner chez eux. Et puis maintenant, cet été, le problème, c'était comment faire pour qu'ils supportent la chaleur. Et actuellement, c'est l'inverse, c'est comment faire pour supporter le froid, puisque je crois qu'il fait très froid en Irak. Alors pour donner un exemple aux auditeurs de Radio Courtoisie, en Syrie, quand nous étions à Malouala, il faisait moins 10. Là, hier, Monseigneur Arbache me disait que quand il avait quitté Yabroud, il faisait moins 17. Alors, pour que les auditeurs se rendent bien compte de ce qui se passe, c'est-à-dire que moins 17, mais vous n'avez pas de chauffage, puisque l'électricité est coupée souvent, et que vous n'avez pas de générateur, puisque le mazout devient rare. Il est non seulement cher, mais rare à cause de l'embargo des sanctions internationales. Donc, ces sanctions qui sont censées frapper le régime syrien. Alors, désolé, cher Max, pardon, je reviens sur la Syrie, mais ces sanctions qui sont censées frapper le gouvernement, en réalité, ne touchent que le peuple, puisque vous imaginez bien que les hautes autorités ont de quoi se chauffer et vivent dans des endroits chauffés, alors que la population, elle, ne peut plus se chauffer, ne peut plus se déplacer puisqu'il n'y a plus beaucoup de pétrole également et souffre de la pénurie de tout. Et ça, c'est vraiment un réel problème. Édouard Chanot, vous vouliez poser une question à Benjamin Blanchard ? Oui, donc vous êtes assez critique de la position de la France à l'égard de la Syrie. Il semblerait aussi, si on suit à peu près les nouvelles en France, mais évidemment vous avez un témoignage de première main, il semblerait que la coalition piétine un peu face à l'État islamique. Les frappes aériennes n'ont pas l'air de porter, d'avoir un impact considérable. Avez-vous observé la même chose sur le terrain ? Alors, nous ne sommes pas rendus, et pour cause, dans les zones contrôlées par l'État islamique. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début des frappes aériennes, la proportion de frappes de la coalition par rapport aux frappes de l'aviation de l'armée arabe syrienne, c'est de 1 à 5, voire de 1 à 7. C'est-à-dire que pour une frappe de la coalition, vous avez 5, 6, 7 frappes de l'armée arabe syrienne. Donc bien évidemment, c'est un peu une goutte d'eau par rapport à l'effort de guerre fourni par l'armée arabe syrienne. Alors, on a beaucoup dit que l'armée syrienne était incapable de lutter contre l'État islamique, ou alors ne luttez pas contre l'État islamique parce que l'État islamique serait l'allié objectif de Bachar al-Assad ou je ne sais quoi. Sur le terrain, on constate tout l'inverse, puisque les seules victoires probantes remportées pour l'instant contre l'État islamique l'ont été par l'armée arabe syrienne, ou plus récemment par les forces de défense kurdes au nord, à Ain el-Arab, ou appelé également Kobané en kurde, où effectivement la ville est en train d'être reconquise par les forces locales. Donc ça, c'est une victoire. Et puis également, donc pour l'armée arabe syrienne, par exemple à Deir ez-Zor, qui est une grande ville de capitale provinciale du centre-est de la Syrie, donc en plein milieu du désert. Depuis début décembre, la ville est à moitié sous les mains de l'État islamique, à moitié entre les mains du gouvernement et de l'armée régulière. Et début décembre, il y a une offensive énorme, vraiment plus de 3000 combattants qui ont attaqué Deir ez-Zor. Beaucoup de Français. Il y en a au moins 3 qui sont morts à Deir ez-Zor, mais il y en avait bien sûr sûrement plus qui étaient présents, qui combattaient. Et notamment pendant une semaine, jour et nuit, l'aéroport a été sous le feu de l'État islamique. Ils ont failli prendre l'aéroport. Ça a même été fêté à Raqqa, donc Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie, était en fête et les gens se sont réunis pour fêter la victoire. Et finalement, l'aéroport non seulement n'est pas tombé, mais depuis, il y a une contre-offensive de l'armée syrienne qui a repoussé assez loin l'État islamique et qui est en train vraiment de dégager toute la rive droite de l'Euphrate autour de Deir ez-Zor. Donc ça, c'est un vrai succès. Il y a eu également des succès dans la région de Homs, donc la région centrale de Syrie, où il y a beaucoup de pétrole, au nord de Palmyre, la ville antique de Palmyre, dans ces champs de pétrole qui avaient été attaqués par les groupes armés de l'État islamique, qui avaient donc en novembre, ont été non seulement reconquis par l'armée syrienne, mais bien sécurisés, puisque l'État islamique a été repoussé assez loin dans le désert. Donc il est faux de dire que l'armée syrienne est incapable de lutter contre l'État islamique. C'est très difficile, bien sûr, parce qu'ils sont très armés, parfois mieux que l'armée syrienne. Ils ont des drones, ils ont des blindés.
notamment qui ont été pris à l'armée irakienne quand Mossoul a été prise, donc des armes très modernes qui avaient été fournies par les Américains, ou alors des armes qui leur sont livrées par leurs alliés puissants, notamment du Golfe et de Turquie. Donc c'est sûr que les combats sont difficiles, mais il n'est pas, encore une fois, sur le terrain, ceux qui font l'effort, ce sont d'abord en Syrie l'armée arabe syrienne et en Irak les Peshmerga kurdes. Donc vous disiez que 3 djihadistes de nationalité française seraient morts dans l'offensive de l'hiver dernier. 73 en tout seraient décédés depuis le début de la guerre en Syrie. La faute à qui ? La faute à qui ? Déjà, la faute à ceux qui les laissent partir, puisque la France devrait, comme tout État, avoir le contrôle de ses frontières qu'on ne me dise pas que ces gens-là ne sont pas identifiés. On l'a bien vu avec les événements récents, les attentats récents qui ont frappé la France. Ce sont des personnes qui sont sous surveillance, puisque on ne devient pas djihadiste comme ça d'un coup. Il y a tout un processus de formatage, de progression. Et donc, ce sont des gens qui sont sous surveillance, n'en doutons pas, de nos services secrets. Ce n'est pas normal qu'on les laisse partir. On sait très bien que des gens qui sont sensibles à l'islamisme radical et qui prennent un avion pour la Turquie, ce n'est pas pour aller faire du tourisme à Istanbul ou à Ankara, c'est évidemment pour s'entraîner dans les camps d'entraînement turcs et ensuite passer la frontière syrienne qui n'est plus contrôlée par l'État syrien, qui est donc contrôlée par les groupes armés et notamment l'État islamique. Et s'ils vont là-bas, ce n'est pas pour faire du tourisme. Donc si on se décide à empêcher ces gens-là de décoller pour la Turquie, déjà ça sera une avancée. Deuxièmement, qu'on ne me dise pas qu'on est incapable de faire pression sur la Turquie pour que la Turquie arrête son double jeu, qui n'en est même pas un, puisque cette semaine, l'ambassadeur de Turquie en France était reçu au Sénat par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et il a tenu des propos qui ont vraiment surpris les sénateurs, qui peut-être étaient-ils un peu naïfs, mais puisque l'ambassadeur de Turquie en France leur a expliqué que l'ennemi de la Turquie, ce n'était absolument pas l'État islamique, c'était le gouvernement syrien, l'armée syrienne. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé lorsque, sous pression de la coalition internationale, la Turquie d'Erdogan avait fait voter une entrée en guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne, quand la coalition s'est constituée, et en fait, la presse officielle française, on va dire, c'est la grande presse de l'oligarchie, s'est empressée de dire que la Turquie rejoignait la coalition, mais quand vous regardez les motivations du texte voté par le Parlement turc, il est dit qu'il rentre en guerre contre le terrorisme, terrorisme représenté par les groupes kurdes, et deuxièmement par le gouvernement syrien. Nulle part il n'est fait mention de l'État islamique. Donc ça montre bien que la Turquie en fait ne pratique même pas un double jeu, qu'elle est très claire. Elle n'entend pas combattre l'État islamique, bien au contraire. Bien au contraire, elle soutient l'arme, où on a peu d'éléments. Je ne sais pas. En tout cas, l'État islamique extrait du pétrole, notamment en Irak. Il le vend. Si vous regardez une carte, le seul moyen de faire sortir le pétrole, c'est par la Turquie. Donc c'est bien que la Turquie l'achète ou le laisse transiter. Ensuite, il y a eu je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais cet été, ils ont trouvé dans les rues d'Ankara des comptoirs de recrutement et d'appel aux dons de l'État islamique avec leur drapeau dans les rues d'Ankara. Et donc, vous pouviez vous inscrire pour être recruté par l'État islamique ou simplement faire des dons à l'État islamique comme ça en pleine rue dans Ankara. Alors, quand on connaît la police turque et sa sévérité, on pense bien que si le gouvernement turc voulait empêcher cela, il pourrait le faire au moins dans sa capitale. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun, et aujourd'hui je reçois Benjamin Blanchard, fondateur de SOS Chrétien d'Orient. Un auditeur pose une question, Benjamin Blanchard: où en sommes-nous de la reprise de la ville de Karakosh ? Pour moi, c'est la solution d'urgence pour reloger les réfugiés. Alors, le problème de la ville de Karakosh, donc qui est en Irak, dans la plaine de Ninive, c'est qu'elle est dans une plaine, comme le nom l'indique, et que c'est en plein désert. Et que c'est pour ça qu'elle est tombée d'ailleurs très facilement, c'est qu'elle est indéfendable. Et en tout cas, elle n'est pas défendable par les troupes kurdes, qui sont des
des troupes plutôt de guérilla qui jusqu'à présent n'avaient pas d'armes lourdes, alors qu'ils sont en train d'être équipés en armes lourdes par les Occidentaux, mais qui jusqu'à présent n'en avaient pas. Ils ne faisaient absolument pas le poids dans la plaine, dans le désert, face aux troupes de l'État islamique. Donc ce qu'il est dit en Irak, quand on discute avec les forces les services de sécurité, les services de force kurdes ou irakiens, ou même les occidentaux qui sont présents, c'est qu'il n'est pas prévu de reprendre Karakosh avant la prise de Mossoul, puisque reprendre Karakosh et la laisser sous la menace permanente d'une offensive depuis Mossoul serait bien sûr inconséquent d'un point de vue militaire et stratégique, mais serait également très grave pour le moral des habitants, puisque si vous faites revenir des gens chez eux, qui commencent à reconstruire leur maison et qu'ensuite la ville retombe de nouveau, c'est pire que d'attendre d'attendre un peu plus longtemps et de revenir chez soi de manière plus stable et définitive. C'est exactement ce qui s'est passé en Syrie à Maaloula. Le curé de Maaloula a attendu 6 mois, 8 mois avant de revenir s'installer à Maaloula pour ne pas donner tout de suite le signal du retour aux habitants. Il a préféré attendre que la situation soit plus claire dans les environs, dans les monts du Kalamoun, pour être sûr que la ville ne soit pas reprise quelques semaines après, parce que vraiment pour le moral des habitants, il n'y a rien de pire que de revenir, de s'atteler à la reconstruction et de reperdre tout une seconde fois. Benjamin Blanchard, vous êtes en lien étroit avec des Syriens, des personnalités syriennes. Il y a eu évidemment des attentats d'islamistes en France récemment. Quel regard ils portent sur ce qui se passe en France ? Est-ce qu'ils sont solidaires ils se disent Charlie ? Je ne sais pas s'ils se disent Charlie. En tout cas, ils sont solidaires du peuple français qui est frappé à son tour par le terrorisme islamique radical. Et de toutes parts de Syrie, de la population syrienne, j'ai des messages de condoléances, de soutien. Et également, les autorités syriennes ont réagi, puisque le président syrien Bachar el-Assad a bien sûr condamné les attentats et a rappelé ce qu'il avait dit, je crois, au mois d'août 2014, où il avait déclaré à destination des Français que le terrorisme n'était pas un jouet qu'on pouvait agiter et puis le ranger dans sa poche quand on n'en avait plus besoin, que c'était incontrôlable et que ça pouvait ressurgir à tout moment. C'est exactement ce qu'il se passe. Mais les Syriens ont également une seconde réaction après la compassion, les condoléances, les déclarations d'amitié. Ils ont une seconde réaction qui est de dire c'est très grave, cet attentat qui a fait causer 17 victimes qui n'avaient rien demandé, des civils ou des policiers, mais nous, ça fait 4 ans qu'on subit ça. On a eu 160 000 morts et vous ne dites rien, vos autorités ne disent rien et pire, elles les soutiennent. Donc, ils sont très agacés par ce 2 poids 2 mesures et c'est pour ça que sur la page Facebook de l'association, on avait mis comme bandeau « Je suis syrien » avec une petite explication en rappelant que le terrorisme islamiste en Syrie était la cause de plus de 160 000 morts en 4 ans et que les mêmes qui semble-t-il ont été les commanditaires de l'attentat en France, puisqu'il semblerait que les frères Kouachi aient été formés par Al-Qaïda au Yémen. C'est bien ça, selon les premiers éléments de l'enquête. Et il ne faut pas oublier que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait déclaré il y a 1 an et demi, donc il n'y a pas si longtemps, que Al-Qaïda en Syrie, donc le front Al-Nosra, je répète, Al-Qaïda en Syrie faisait du bon boulot. Je cite Laurent Fabius. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a du mal à passer chez les Syriens et j'espère que les Français prennent conscience qu'il y a quand même un petit problème, qu'au-delà des grandes déclarations d'intention, des postures sécuritaires du gouvernement, il y a quand même un problème, c'est de dire que Al-Qaïda en France, c'est pas bien, mais que par contre Al-Qaïda en Syrie, c'est très bien. Benjamin Blanchard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de SOS Chrétien d'Orient, dont le site internet est soschrétiendorient.fr et l'adresse courriel est contact@soschrétien.fr. Nous sommes également joignables par téléphone au 01 83 92 16 53. Merci Max Lebrun pour votre invitation. Merci Benjamin et à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie.